Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock pour cette petite vidéo spéciale en live sur le salon de l'automobile de Bruxelles qui se clôture ce week-end. On va revenir tout simplement en cette fin de salon sur les différents modèles qui sont exposés marque par marque. Alors je ne vais pas revenir sur l'entièreté des modèles parce que sinon ça prendrait 6 heures et ça va être long quand même. Mais on va par contre effectivement revenir sur les différentes marques présentes au salon. Elles sont à peu près toutes là pour ce qui est des généralistes européens et asiatiques en tout cas. Alors, j'ai pris mes petites notes en digital parce qu'il faut quand même se mettre à la modernité. Il est à noter pour commencer que ce salon de l'auto 2023 signe la 100e édition de l'événement pour le salon de Bruxelles. Donc un salon quand même qui est là depuis un moment, qui en a vu passer. L'automobile se tourne vers l'électricité. Est-ce que véritablement le parc est prêt? Est-ce que les utilisateurs sont prêts à passer au full électrique? Lors de la première édition du salon de l'automobile, la plupart des gens circulaient à cheval. Et pareil, tout le monde se disait oui, l'automobile, est-ce que le monde est vraiment prêt à se passer des chevaux, à se passer de la nature? Et finalement, en 2023, pratiquement plus personne ne circule à cheval. Donc voilà, il y a un step qui s'est fait quelque part, et clairement, il y a un nouveau step qui va devoir se faire, et qui sera donc un step vers l'électrique. Est-ce que c'est la bonne solution? On va pas rentrer forcément longtemps dans le débat, mais je vais quand même l'ouvrir. On en discutera en commentaire sous la vidéo ensuite. Selon moi, le full électrique, dans certaines utilisations, c'est effectivement la meilleure solution que l'on puisse avoir à ce jour. Mais dans beaucoup d'utilisations, pour moi, le full électrique n'est pas encore la bonne idée. Tout marche à l'électricité aujourd'hui, et on a déjà limite pas assez de production. Moi je dis ça, je dis rien, mais pour moi le full électrique, c'est pas demain la veille que ça va fonctionner. Surtout qu'on parle d'arrêter des centrales nucléaires, etc. Donc bon, c'est compliqué. Petite parenthèse qui est ouverte et que l'on va refermer tout de suite. Pour revenir à nos moutons, et donc à ce salon 100e édition, donc une 100e édition qui mettait la part belle sur l'avenir de l'automobile, avec une règle pour les constructeurs, en tout cas les plus gros constructeurs exposants. Pour pouvoir présenter leur gamme, ils devaient au minimum apporter un véhicule 100% électrique. Et on verra que certains constructeurs français ont trouvé la petite parade, n'ayant pas encore de voiture électrique dans leur gamme, mais ça arrive. Donc je pense qu'on les a autorisés à faire ça parce que justement la gamme électrique est seulement en train de se développer et d'arriver. Mais voilà, il y a des petits constructeurs qui se sont dit tiens, on n'a pas encore de voiture électrique, on va poser un concept car électrique, soi-disant parce qu'il roule pas, sur notre stand pour dire si on a une voiture électrique, elle est là, et on va mettre des voitures à essence qui font vroom vroom. Habituellement sur le salon de l'auto, nous retrouvons en alternance une exposition Dream Car. Ça avait été le cas lors de la dernière édition où POG, entre autres, avait exposé certaines de ses voitures. Soit on alterne avec un salon mettant en avant les utilitaires, les véhicules de loisirs ou les motos. Cette année, rien de tout ça. C'était juste un salon de l'auto basique, il n'y avait pas véritablement d'extra. Il y a quand même une petite partie du palais des expos du Heysel qui était dédiée à un rapide tour de l'histoire de l'automobile, qui nous permettait d'admirer en métal et en caoutchouc et en bois pour certaines d'entre elles, certaines des voitures les plus mythiques de l'histoire, dont, et ça m'a fait particulièrement plaisir de la voir là, la Benz Patent Motorwagen, qui n'est rien d'autre que la toute première automobile en tant que telle produite au monde. C'est bizarre de la voir. Elle est beaucoup plus petite que ce que j'imaginais en vrai. Donc je m'attendais pas à ce que ça soit un autobus non plus, mais en vrai je l'ai vu et je me suis dit c'est pas plus gros que ça comme voiture. Vu qu'il y avait un peu moins de contenu, le salon était aussi étendu sur moins de palais au sein du hall du Heysel. Donc on avait seulement les palais 5, 6, 7, 9 et 11 qui étaient occupés. Donc beaucoup plus concentré que d'habitude. Il est à noter que certains constructeurs ont préféré faire des portes ouvertes géantes en concession directement au sein de leur réseau, plutôt que d'investir un stand au salon. Et je pense que certains constructeurs se sont dit que c'était le moment de passer au full internet et de ne plus se présenter au salon. Il est à noter que bizarrement,
Tesla était présent au salon, par exemple, alors que tout leur business plan se base sur Internet. Ce salon un peu plus petit a permis peut-être de mettre en lumière des marques qu'on n'aurait peut-être pas forcément vu sur un salon de la taille habituelle qu'on trouve à Bruxelles. Voilà, on a globalement fait le tour de la présentation générale pour ce salon. On va maintenant se tourner dans l'ordre des palais, en tout cas dans l'ordre dans lesquels je les ai faits. On va faire le tour palais par palais des différents constructeurs, de ce qu'ils ont à nous présenter. Et on va commencer par le constructeur qui est le premier que l'on voit lorsque l'on rentre. C'est Stellantis qui avait les premiers stands, et en particulier Peugeot. Alors la gamme Peugeot était évidemment présentée dans sa globalité, il manquait peut-être un ou deux modèles, mais globalement la plupart de la gamme était présente. Selon moi, rien de très excitant dans ce sens où il n'y avait pas de première chez Peugeot. Il y avait quand même la Peugeot 408 qui était présentée, un peu à l'écart, c'est-à-dire à l'opposé du Palais 5. On avait tout de même la Peugeot 9X8 qui était exposée. Je n'ai aucune idée de pourquoi elle était à l'autre bout du hall, alors qu'ils auraient très bien pu la mettre sur le stand Peugeot pour attirer un peu le chaland. Sûrement qu'ils se sont dit qu'ils allaient la mettre dans l'espace réservé aux voitures de course. Il y avait un petit carré avec des anciennes formules qui étaient présents, et la Peugeot était juste à côté. Pourquoi pas. Il y avait également la BMW de Valentino Rossi qui était dans cette zone-là, dédiée aux voitures de course, donc ça se tient. Donc chez Peugeot, donc globalement assez calme, pas grand-chose à signaler. Citroën, pareil que pour Peugeot, présence de la nouvelle C4 évidemment. En dehors de ça, chez Citroën, ce qui m'a le plus marqué, alors c'est pas une nouveauté techniquement, elle était déjà présente lors de la dernière édition du Salon de Bruxelles, c'est l'Ami One. J'ai pu approcher l'Ami One, j'ai pu m'installer à bord. Et en vrai, il y a 2-3 trucs que je trouve assez sympathiques, assez bien pensés, comme les poignées de porte avec juste des sangles en nylon, et qui ont en plus l'avantage d'être pas cher à produire et d'être léger. Et je pense que vraiment, s'il y a un truc à reprendre sur la Mi One, c'est ça. C'est les concepts qui permettent de gagner énormément de poids sur la voiture. Après, voiture, il faut le dire vite. Techniquement, en termes de législation, c'est pas une voiture, c'est un quadricycle à moteur. Et elle est plutôt à comparer avec une Châtenay, une Exam ou une Ligier. Et quand je parle de Ligier, je parle pas d'une Formule 1. Heureusement, parce que 300 km/h là-dedans, ça ferait peur. Ah, j'ai envie de crever! Au niveau du tarif, si j'ai bon souvenir, celle qui était exposée tourne aux alentours des 8 000 €, ce qui est franchement pas cher. En entrée de gamme, ça débute dans les 7 000 €, donc en vrai, Ami One, il y a quand même des bonnes idées à y reprendre. Après, est-ce que je me vois circuler là-dedans ? Non, déjà parce que c'est très limité en performance et en autonomie, mais dans certains usages, ça peut clairement faire le taf. Et l'autre véhicule chez Citroën qui m'a particulièrement attiré l'œil, c'est le concept Oli qui a été présenté lui aussi au Mondial en septembre. J'aime bien les concept cars, hein, vous le savez, si vous me suivez sur la chaîne. Sur les salons, quand il y a des concept cars, ça attire mon œil, j'essaye de voir qu'est-ce qu'on pourrait tirer de ces concept cars pour une production future. Entre guillemets, le problème de Oli, pour moi, c'est que c'est encore un véhicule surélevé, limite baroudeur dans son style. C'est pas véritablement vers des véhicules surélevés qu'il faut qu'on aille à l'avenir si on veut réduire la consommation. Et l'autonomie, c'est le nerf de la guerre sur les voitures électriques. Donc vraiment, réduire la consommation, c'est un gros enjeu pour les constructeurs. Donc là, nous faire un véhicule électrique style un peu off-road, pour moi, il y a un petit manque de cohérence. Ensuite, le stand voisin de Citroën, c'était un double stand avec un petit carré dédié à Abarth et une plus grande zone dédiée à Fiat. On peut clairement renommer le stand 500 et se passer des logos au Scorpion ou du lettrage Fiat, puisque, mis à part un i-Doblo, donc la version électrique de la fourgonnette, il n'y avait que des 500, tant chez Fiat que chez Abarth. Abarth qui nous propose donc la nouvelle 500 sportive, entre guillemets, en full électrique, qui développe 150 chevaux, soit la même chose que la Honda E, qui n'a pas du tout de tempérament sportif. Et là où ça me paraît un peu spécial, c'est que 150 chevaux pour une Abarth, tu te dis finalement, c'est pas tant que ça en fait. Est-ce que c'est vraiment encore sportif ? Je suis pas certain, surtout quand on voit que 150 chevaux, c'est la puissance de base, je le dis, de la Honda E, qui est concurrente de la 500, mais pas Abarth, de la Fiat 500. Le plus étonnant pour moi chez Fiat, donc je l'ai dit, il n'y a que des 500, il y a donc le i-Doblo, plus de Punto évidemment, elle n'est plus au catalogue depuis déjà un petit moment, plus de 124 Speeder non plus. Par contre, là où c'est un peu plus étonnant, c'est qu'il n'y a plus de typo non plus. Alors que pourtant, j'ai l'impression qu'elles se vendaient bien, ces voitures-là, donc est-ce qu'ils préféraient mettre en avant la 500 mais que la typo est toujours là, ou est-ce que la typo va déjà se retirer du catalogue ? Je sais pas, mais Fiat, il serait peut-être temps, je dis ça, je dis rien, de développer une
vraie gamme et pas juste des modèles de la 500, des nouvelles déclinaisons de la 500. De l'autre côté du chemin de passage principal, en face de Fiat et Abarth, on retrouvait Jeep. Jeep qui nous présentait une partie correcte de sa gamme. Je ne suis pas certain que tous les modèles étaient présents, mais il y en avait quand même quelques-uns. Mais surtout, la grande nouveauté chez Jeep, c'est l'arrivée de l'Avenger, le tout nouveau modèle, tout nouveau petit SUV urbain de la marque. Un modèle qui faisait partie de la sélection pour le COTY 2023, le Car of the Year, et qui a remporté ce titre de voiture de l'année 2023, donc voiture de l'année européenne 2023, je précise, hein, chaque continent ayant son propre classement. Pas grand chose de plus à dire, vous savez que moi et les SUV, ça fait 4 x 4. Ceci dit, merci quand même aux gens qui ont voté pour la voiture de l'année, parce que si la Jeep Avenger n'avait pas été voiture de l'année, on en parlerait beaucoup moins, et j'aurais peut-être même pas parlé de Jeep dans la vidéo. Donc au moins, ça a permis d'avancer et de parler de Jeep sur la chaîne. Bon allez, petit teaser, Jeep, on en reparle en 2023, c'est promis. Ça sera dans un test drive. Je vous en dis pas plus. À côté de Jeep, nous retrouvions une gamme qui, elle aussi, reprend de plus en plus d'éléments de Jeep, puisqu'il n'y a quasiment plus que du SUV chez eux, Alfa Romeo, qui nous présentait bien mis en avant le nouveau Tonale dans la finition Veloce. Ouais, alors que eux ils se sont dit Sport Utility Véhicule, on va tout mettre dans le sport, et puis le utilitaire, ça va, il n'y a pas besoin. Café. Le Tonale qui a une très belle gueule. Alors j'aime pas les SUV, mais quand il y en a un qui est beau, je le dis, très beau SUV. Les couleurs présentées en plus ont vraiment une belle gueule. Faut dire qu'Alfa Romeo en termes de nuancier, ils savent faire les choses bien. Un petit peu en retrait, nous retrouvions le Stelvio qui n'est plus nouveau du tout, mais surtout on retrouvait la Giulia qui surprenamment n'était pas présentée en GTA ni en GTA M, mais dans une finition plus traditionnelle. Celle que peut-être plus de gens sont aptes à acheter aussi, c'est vrai. C'est des belles voitures, hein. C'est beaucoup trop gros pour moi, mais ça reste quand même une très très belle voiture, cette Giulia. Néanmoins, celle qui m'a le plus tapé dans l'œil sur le stand Alfa Romeo, ce n'est ni le Tonale, ni la Giulia, ni le Stelvio, mais une voiture auquel on ne s'attend pas, encore que sur un salon, pourquoi pas. Alfa Romeo avait fait déplacer une 33 Stradale. Oui, une voiture de 1967 à 1969, pour exposer fièrement sur leur stand un morceau de l'histoire et du patrimoine automobile italien. Et ouais, c'est elle qui m'a le plus tapé dans l'œil. Elle n'était pas à vendre. DS Automobile, ensuite, actuellement, la gamme DS, il n'y a pas grand-chose qui m'a tapé dans l'œil. Par contre, il y avait un concept car sur leur stand, le Eaton's Performance, qui développe beaucoup trop de chevaux, et qui en vrai est un beau petit modèle, ouais, c'est élégant, c'est racé. Je pense pas que ça va rentrer en production, mais par contre, il y a probablement quelques éléments de design qui pourraient être repris sur les futurs modèles de la gamme DS. Non, franchement, un petit concept car assez sympathique. Je le répète encore une fois, hein, si un constructeur pose un concept car sur son stand, il risque, à mes yeux, de totalement éclipser sa gamme. Hein, donc, c'était le risque. Désolé. Opel. Dernier maillon du stand Stellantis à être groupé avec les autres. Chez Opel, il n'y avait pas grand chose à signaler, à vrai dire. On y trouvait bien évidemment la nouvelle génération de l'Opel Astra, une voiture dont on a pu parler dans les ADP concernant justement l'Opel Astra et l'Opel Kadett. Une voiture qui, selon moi, et je l'ai déjà dit, et je ne suis pas le seul à le penser et à le dire, est plus Golf que la Golf. Voilà pour ce qui est de Stellantis. Un dernier petit mot quand même sur une marque italienne encore qui était exposée un peu à l'écart, mais pas très loin tout de même des autres marques. Maserati était présent également sur le salon, également dans le Palais 5, avec la petite MC20, une voiture qui est toute mignonne, voiture de sport 100% électrique qui envoie le pâté et qui était accompagnée évidemment des deux SUV de la marque. Fin du chapitre Stellantis, mais l'on reste sur un groupe français, puisque dans le Palais 5, on retrouvait également Renault. Toujours la banane. Renault qui nous présentait évidemment sa gamme actuelle, mais les modèles qui m'ont le plus tapé dans l'œil sur le stand aux losanges, on en a parlé il y a quelques semaines à peine sur la chaîne, c'est la R5, le concept de la future R5 full électrique. Elle est aussi belle en vrai qu'elle ne l'est en photo ou en vidéo. Je suis vraiment impatient qu'elle arrive sur le marché, cette R5. Si le plan tarifaire de Renault sur la R5 et sur Forever Trophy, le concept de la 4L,
S'ils font un plan tarifaire qui est vraiment bien calculé et qu'ils sont agressifs à souhait sur ce point, ça va faire un carton, ça va se vendre comme des petits pains, que ce soit la 4L ou la R5, parce que esthétiquement, si ça s'éloigne pas trop des concept cars, c'est vraiment très très réussi. Ce n'étaient pas les seuls concept cars sur le stand Renault, puisqu'on trouvait également le Renault Scénic Concept. Et alors là par contre, j'ai besoin d'explications. La Mégane vient d'arriver, la Mégane E-Tech, c'est-à-dire c'est pas vraiment un SUV, c'est plus une berline, on est quelque part entre les deux. Finalement, elle attaque frontalement le Scénic. Eh bien, le concept Scénic qui était exposé au salon, à la limite, ressemble presque à une Mégane RS, quoi. C'est-à-dire qu'il est posé par terre, il est compact, il est rablé, il est racé, il a vraiment un look dynamique, même à l'arrêt. Donc la direction de Renault a changé récemment, que la Mégane E-Tech était déjà très avancée dans son développement lorsque ce changement de direction a eu lieu, et que par conséquent, ça explique qu'il est lancé comme ça, et que Scénic Concept, qui lui fait partie des premiers projets qui ont été mis en place par l'actuelle gestion de la marque, part dans un style qui n'a rien à voir avec la Mégane. Donc, soit ce concept car va donner naissance à une sportive, mais ça va pas s'appeler Scénic, ça va porter un autre nom. Soit ça va dégager vers Alpine et ça va donner un petit modèle sportif un peu plus gros que la future R5 Alpine, dont on a déjà parlé dans les ADP. Soit ça va s'assagir fortement et ça va finalement bien être une familiale avec des lignes un peu tendues, un peu sportives, mais quand même plus axées famille que sport. Pour moi en tout cas, l'avenir de Renault, clairement c'est la R5 qui va le dessiner. J'ai plutôt confiance. Et j'avoue que la R5 elle m'enjaille vraiment, donc c'est rare que je sois autant enjaillé par une voiture française. Donc on verra bien ce que ça donne. En parlant de voitures françaises et qui m'enjaillent, toujours dans le groupe Renault, Alpine était présent. Il n'y a que la berlinette A110 au catalogue, qui était présentée en plusieurs versions. A110S et A110R étaient évidemment les plus mis en avant. Par conséquent, eh bien, c'est un concept car Alpine qui prenait place en tant que voiture électrique sur leur stand. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce concept car ? Bon, en vrai, je sais pas trop. Peut-être une arrivée dans un Gran Turismo ou un Forza à l'avenir, mais en dehors de ça, je sais pas si ça peut préfigurer quelque chose. Ceci dit, j'ai ouï dire que Alpine nous préparait une nouvelle génération de berlinette A110, full électrique. L'Europe ne leur laisse pas vraiment le choix. Et que pour l'occasion, la petite berlinette passerait d'environ 300 chevaux actuellement pour les versions les plus radicales à 800 chevaux. Ouais, le concept Intense Performance de chez DS, s'il arrive sur le marché, sera en concurrence directe avec cette Alpine, très clairement. Alors, 800 chevaux dans une berlinette Alpine, personnellement, je trouve que c'est trop. Hein. Après, on verra bien. Hein. C'est vrai que finalement, Alpine, bon, voilà, moi, je suis attaché à cette berlinette qui est toujours aussi belle, hein, 5 ans après sa sortie. Voilà, peut-être qu'ils nous feront aussi une version moins puissante et moins chère de l'Alpine pour quand même toujours permettre aux fans d'acheter. Mais enfin, voilà, bon, on verra bien ce que ça donne à l'avenir de toute façon. En tout cas, je pense que la passion chez Alpine, elle est toujours là. La passion chez Renault est toujours là, de façon globale. La nouvelle direction chez Renault a l'air de vouloir revenir dans la course et surtout de revenir avec des produits passion et pas juste des produits ouais, on fait ça parce qu'il faut bien vendre. Même si c'est vrai qu'à côté, la plupart des nouveaux modèles présentés chez Renault étaient quand même des SUV. Hein. Mais bon, c'est l'époque qui veut ça, je pense. Dernier maillon de chez Renault dans le Palais 5, puisque Nissan était dans un autre palais, c'est Dacia qui avait un stand pas très très grand, mais qui néanmoins était suffisant pour présenter une bonne partie de la gamme. Là encore, nous avions droit à un concept car, le concept car Manifesto, également présenté à Paris au Mondial. Des matériaux recyclés partout dans ce véhicule. Donc ça c'est plutôt une bonne direction à suivre. Concernant le design, alors il y a des bonnes idées à reprendre hein, sur ce concept Manifesto. Après en termes d'aérodynamisme, c'est à retravailler je pense quand même. Il est très très rectangulaire. Ça, pour un concept car c'est une bonne gueule en vrai, j'ai rien à dire, il a vraiment une belle gueule. Pour une mise en production, c'est sûr que des panneaux bien droits c'est plus facile à produire, donc c'est moins cher. Donc on est dans l'esprit de Dacia de proposer une alternative achetable aux gens. Après, ouais, je pense qu'en consommation, il y a moyen de faire un truc un peu plus aérodynamique quand même. L'autre nouveauté sur le stand Dacia, évidemment, c'était la Spring, la petite voiture du constructeur. Une petite voiture qui, je pense, va bien se vendre, puisque y a les côtés pratiques sont tout de même bien mis en avant. Et puis surtout, c'est une Dacia, donc c'est pas trop cher. Et ça reste quand même de la qualité. Esthétiquement,
Bah, ça se vend très bien aussi parce que c'est beau, quoi. On peut clairement acheter une Dacia, pas parce qu'elle est pas chère, mais juste parce qu'on trouve qu'elle est jolie. Et puis surtout, de façon à réduire les coûts, il y a encore des choses qui sont à l'ancienne sur les Dacia. Genre, par exemple, le frein à main, qui est encore un levier avec un câble au bout. Le truc qui est fiable et que, voilà, quand ça va casser, tu sens que ton câble il se dessert et qu'il va claquer le câble. Donc tu peux prévoir la casse. Un frein à main électronique, ben, c'est chiant déjà pour entretenir. Si tu veux faire tes plaquettes de frein toi-même, tu peux pas parce qu'il faut mettre un ordinateur sur le port OBD de la voiture pour lui dire passe au mode entretien, desserre le frein à main, je dois changer mes plaquettes. Juste ça, quoi. Merci Dacia de maintenir le frein à main mécanique avec un bête levier à la con dans vos voitures. On vous aime pour ça. Pour ceux qui veulent un frein à main électrique, ça existe en option sur les versions haut de gamme de Dacia. Mais voilà, en vrai, le seul intérêt du frein à main électronique, c'est que tu coupes le contact, ouvres la porte, il se serre tout seul, quoi. Mais quand tu as l'habitude de tirer le frein à main en coupant le moteur, t'as pas besoin qu'il se mette tout seul. On va passer au palais numéro 9, un palais sur lequel ça va aller très très vite, vu que c'était un palais qui était dédié un peu aux activités annexes, on va dire. On retrouvait dans ce palais deux constructeurs, Dodge et Ram. On va considérer que c'est un seul constructeur, même si c'est aujourd'hui séparé. Deux marques qui font partie de Stellantis, mais qui étaient mises à l'écart. Ne me demandez pas pourquoi. Ram qui présentait évidemment des pick-up. En même temps, la gamme Ram, il n'y a que ça, donc il pouvait difficilement présenter autre chose. Puis il y avait à côté de Dodge et Ram, Smart. Mais le stand était tellement petit et caché par celui de Ram que je vais pas vous mentir. Je l'avais pas vu. C'est seulement en préparant le tournage, en refaisant stand par stand sur base du plan, que j'ai vu que Smart était là. Oh merde! Oh c'est con ça! C'est pas malin de caser la voiture la plus petite du marché en dehors des voitures sans permis, derrière les pick-up Ram qui sont parmi les plus gros véhicules sur le marché en Belgique. Oh, c'est pas si mal. Petit retour sur Dodge, il y avait également la Challenger qui était présentée. Les gars, profitez-en tant que vous le pouvez, parce que horizon 2025, acheter une Challenger, ça va être compliqué. Passage du côté du Palais 6. On va commencer par le quartier luxe, The Avenue, et son restaurant, avec Alpina, Aston Martin, Jaguar Land Rover, Lotus, McLaren et Mercedes. Lotus, on avait quand même accès à un coupé, qui à mon avis va plus rester très très longtemps en catalogue, mais la voiture qui est évidemment mise en avant, c'est l'Electra, leur nouveau modèle électrique, comme le nom l'indique très bien, qui est un SUV. Ah là là, Sir Colin Chapman se retourne dans sa tombe en ce moment. Alors, j'ai pas regardé la fiche technique, mais à mon avis, on est très loin d'une Lotus Elise qui pèse moins d'une tonne avec ce modèle. Ouais, du lourd chez Lotus. Eux qui prônent la légèreté depuis des années, ça me fait un peu, ça me pique un peu droit au cœur. McLaren, pas de SUV chez McLaren sur ce salon de l'auto. Incroyable. Pourtant, ils auraient pu, McLaren, continuer dans le coupé, c'est bien. Ça fait plaisir, un stand avec des voitures de sport et rien d'autre. Et enfin, donc, pour finir, The Avenue au Palais 6, mais pas la fin du Palais 6 par contre, Mercedes était à moitié présent, c'est-à-dire que sur le plan, on annonce Mercedes. Dans les faits, c'est AMG qui présentait deux modèles et Maybach. Par contre, aucune Mercedes traditionnelle. Et plus étonnant encore, alors que ce salon met en avant les voitures électriques, aucune Mercedes EQ, qui est la gamme électrique de Mercedes. On demande aux constructeurs présents d'apporter au moins un véhicule électrique pour pouvoir exposer le reste. Mercedes a apporté deux AMG avec des gros V8 qui glougloutent et une limousine Maybach, qui n'est probablement pas électrique non plus, et qui glougloute sûrement plus que les AMG à côté. Il faudrait qu'on m'explique parce que... J'ai pas compris. Isuzu, c'est le D-Max, il n'y a pas grand chose de plus dans leur gamme. Maxus, pareil, on est sur du pick-up. J'avoue que je ne me suis pas particulièrement intéressé à la marque. Silence ou Silence, je ne sais même pas comment ça se prononce. Il était coincé entre Isuzu et Maxus, donc quand tu es une marque qui fait des petites voitures électriques et qu'on te cale entre des marques de pick-up, il y avait beaucoup de monde sur le stand Isuzu, étonnamment au moment où je suis passé. Par conséquent, on est passé derrière le stand pour rejoindre le stand d'à côté, qui est Hyundai. Et j'avoue que Silence, je ne l'ai Pas vu. je
pas vous en dire plus puisque j'ai pas vu la voiture de mes yeux vus pour cause de trop de monde sur le stand. C'est peut-être pas Isuzu qui est tiré le monde, c'est peut-être Silence justement, mais vu que je suis passé derrière, j'ai pas fait gaffe. Hyundai. J'ai tout de même noté la Ioniq 6, voiture électrique un peu plus grosse que la Ioniq 5. Elle reprend la même plateforme, elle est un peu étirée. Il y a un truc qui m'a marqué sur cette voiture, deux trucs. La face avant qui, alors ça peut paraître bizarre ce que je veux dire, mais fait très Hyundai. J'ai revu le regard de la Hyundai coupée, l'ancienne Hyundai coupée. Et puis surtout, l'arrière me fait beaucoup penser à la Porsche 911 type 993, avec ce bandeau de feu qui prend toute la largeur, qui est vraiment très rectiligne, qui se termine en pointe, et avec cette espèce de double béquet, qui lui par contre me rappelle, et ça n'a pour le coup rien à voir avec la Corée du Sud, la Saab des années 80, la Saab Turbo. Bon, là sur le coup le clin d'œil n'est probablement pas volontaire, hein. Je pense qu'ils ont mis cet aileron là pour un aspect aérodynamique a priori. Je trouve le design un peu particulier, c'est pas forcément à mon goût, mais il y a des clins d'œil qui pris séparément me font rigoler en fait. Donc voilà, on peut parler un peu de la Ioniq 5. En termes de design, on est à l'opposé là par contre. C'est une voiture Lego quoi, c'est une brique la voiture, elle est très géométrique, tout en coin, et j'aime bien en fait la Ioniq 5 esthétiquement. Suzuki, un stand assez calme. Il est tout de même à noter chez Suzuki deux modèles faits en alliance avec Toyota, puisque la Corolla est proposée rebadgée chez Suzuki, ainsi que le RAV4 sur des sentiers de soft road, on va dire. Il y a de nouveau une Suzuki qui peut faire le taf, et ça, c'est plutôt cool pour la marque japonaise. Sanyong, cher camarade de la chaîne Garage Bagnole et Rock'n'Roll, si tu veux te retrouver un petit Sanyong, ça existe encore. La gamme par contre n'a pas évolué d'un iota depuis le dernier salon de l'auto, hein. MG, le retour de la marque britannique. On a déjà eu l'occasion de discuter de MG sur la chaîne, mais avec des modèles anciens. Les vraies, les anglaises, celles qui tombent en panne, qu'il faut suivre de près, mais qui te donnent beaucoup de plaisir. Là en l'occurrence, avec un modèle électrique, a priori ça tombe moins en panne. Le truc qui me choque le plus, c'est il n'y a toujours pas de voiture un peu typée sportive, quoi. Ils auraient pu faire un roadster Alpine quand ils sont venus avec la Berlinetta 110, pas avec un SUV. J'aurais bien aimé que les Chinois fassent la même chose avec MG, en fait, qu'ils relancent MG en proposant un petit roadster ou un petit coupé électrique, puisque bon, ça quand même l'idée c'était d'amener de l'électricité dans le bazar, et qu'ensuite en deuxième modèle, ils partent vers des familiales ou vers des SUV. La bonne nouvelle par contre pour les gens qui, comme moi, n'aiment pas trop les SUV, c'est que MG propose aussi un break. Et ça, c'est sympa parce que des breaks électriques sur le marché, finalement, il n'y en a pas tant que ça. En plus, la grille tarifaire de MG est plutôt agressive. Chez Honda, nous trouvions là une nouvelle Honda Civic, évidemment, dont la version type R. Elle reste disponible en boîte méca. Et ça, pour les fans, la boîte méca, ça fait très plaisir. Et en plus, toujours chez Honda, avec ce guidage de boîte qui est formidablement précis et agréable à utiliser. C'est sûrement pour ça qu'ils sont les derniers à rester en manuel d'ailleurs. Ils sont tellement connus pour ça qu'ils disent non, on doit continuer en manuel, et les gens achètent nos voitures pour ça. Tesla qui, comme je le disais en intro de la vidéo, avait un stand sur le salon de l'auto alors que tout leur business plan est basé sur leur site web. Rien de grand chose à signaler, hein. Les 4 modèles étaient là, la S, la 3, la X, la Y. Bizarrement pas de Cybertruck, pas de poids lourd non plus, Tesla, hein. Bon, on n'est pas sur un salon du poids lourd, mais voilà pour Tesla. Chez Ford, le modèle qui m'a le plus tapé dans l'œil, c'est le Bronco. Et sur le coup, non, ce n'est pas un SUV, c'est un vrai 4x4 pur et dur, fait pour le franchissement. Cheveux au vent, puisque on peut décapsuler le toit. Et avec un côté utilitaire qui n'est pas caché, hein, sur ce véhicule. Ouais, chez Ford, ce qui m'a attiré, c'est le véhicule le plus gros avec le moteur le plus gros. Désolé. Désolé Greta. How dare you! Le nouveau Bronco reprend le design de l'ancien, modernisé bien sûr, mais le clin d'œil est sympathique. Ça nous change évidemment de la Puma, de la Mustang Mach-E. Sur le coup, il n'y a rien à dire. Là, oui, ils ont pris un SUV, ils lui ont donné un nom de SUV et il se débrouille comme un SUV, si ce n'est mieux en franchissement. Donc, le Bronco, ouais, il m'a tapé dans l'œil. Polestar, marque qui est encore peu connue en France, qui vient de débarquer dans l'Hexagone, mais qui en Belgique est déjà présente depuis quelques années, avec 3 modèles, hein, Polestar 1, Polestar 2 et Polestar 3. On va pas se mentir, la Polestar 1, on n'en voit jamais. La Polestar 2, elle était présentée ici dans la version BST, BST pour Beast.
la bête est lâchée. Une version qui n'a pas plus de puissance que les autres, mais qui a un look plus sportif, donc c'est l'équivalent d'un pack M chez BMW. Et j'aime bien le design scandinave de cette Polestar 2. La nouveauté en première sur le salon de Bruxelles, c'est la Polestar 3, qui est une espèce de break. Personnellement, je trouve la Polestar 2 plus réussie. On peut pas dire que c'est vraiment sportif, hein. C'est Volvo, donc ça marche bien, mais ils mettent plus l'accent sur la sécurité. Donc on va pas mettre l'accent sur le fait que ça peut être sportif, puisque c'est pas les paroles du constructeur. Ils ont quand même appelé leur voiture Beast. Dernier constructeur de ce Palais 6, c'est Mazda, évidemment, avec là encore une première mondiale, la présentation du Mazda MX-30 REV. Donc le MX-30 qui n'est pas une nouveauté en tant que modèle, mais par contre le REV, ça c'est tout nouveau, ça vient de sortir. R pour Rotary, EV pour Electric Vehicle. Le moteur Rotary qui fait donc son retour après une dizaine d'années d'absence, hein, la RX-8 qui a quitté la gamme il y a déjà un bon moment, et il fait son retour en tant que prolongateur d'autonomie, un tout nouveau moteur rotatif dont le nom de code est le 8C. Nous avons donc une double alimentation en quelque sorte, mais une seule des deux est capable de faire avancer le véhicule, ce sont donc les moteurs électriques. Là encore, c'est un modèle qui est intéressant puisque le MX-30 reprend non seulement de la RX-8, le moteur rotatif, mais sa particularité depuis sa sortie il y a quelques années, c'est les portes antagonistes à l'arrière. Donc là, j'ai envie de dire que Mazda est en train presque de nous faire une version SUV de la RX-8 avec ce MX-30. Et chez Mazda, il y a des échos. On pense de plus en plus à reproposer un moteur rotatif sous le capot d'une sportive. S'il vous plaît Mazda, allez-y, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir. Et ce modèle pourrait être plus près de la production qu'on ne le pense. La RX Vision. Qu'est-ce qui nous dit que la RX Vision ne va pas débarquer sur nos routes ? Évidemment, il faut voir à quel tarif ça pourrait débarquer sur nos routes, mais en vrai, une RX Vision avec le moteur rotatif 8C, ce serait ouf. Le palais numéro 7, on va commencer avec BMW Mini. Mini qui, comme Alfa Romeo, nous mettait bien en vue, en hauteur, une Mini des années 60. Ils ont bien raison, c'est celle que tout le monde aime. Évidemment, on met l'accent sur la voiture électrique, même s'il y a du thermique aussi, avec chez BMW la Z4 qui était présente dans un mauve qui est assez original. J'avais jamais vu cette teinte, sûrement une couleur BMW personnelle à mon avis. Évidemment, la gamme iX était présente. En vrai, j'étais pas fan des calandres qui bouffent toute la gueule de la bagnole lorsque les nouvelles séries 3 et série 4 sont arrivées. Et finalement, je commence à m'y habituer et je commence à trouver ça de moins en moins moche. Pour le reste, BMW, c'est assez calme, hein, je vais dire. Voilà, les modèles se suivent et se ressemblent, hein, juste la taille qui change au final. Chez Subaru, alors on en parlait pour Suzuki, hein, l'alliance avec Toyota. Chez Subaru, c'est un peu la même chose. On a évidemment tous en tête le duo 86 BRZ. Le duo de marque japonaise a évidemment remis le couvert avec d'autres modèles. C'est la même chose que BRZ et 86 en fait. C'est vraiment deux voitures parfaitement identiques où ils se sont dit on va un peu redessiner le pare-choc, mettre les anti-brouillards différemment. Hop, c'est bon, nouvelle voiture. Nissan, retour dans l'alliance Renault-Nissan. Je ne vais plus dire Mitsubishi, puisque Mitsubishi en Belgique, voilà, la clé est sous le paillasson définitivement. Nissan, ce qui m'a le plus marqué chez eux, c'est le concept car Ariya monoplace. Comme je le disais dans la vidéo teaser qui est sortie ce jeudi, je sais pas pourquoi ils ont appelé ce concept car là Ariya. Ariya, c'est un nouveau modèle dans la gamme. C'est encore un SUV berline coupé chelou de ville. J'aurais été moins choqué qu'ils l'appellent GTR en fait, limite ce concept, même s'il n'y a aucun trait qui rappelle la Nissan GTR là-dedans. Je reviens un petit instant sur Subaru. La voiture qui m'a le plus enjaillé sur leur stand, c'était la 360. La toute première Subaru de l'histoire. Dont le logo, puisque c'est la première fois que j'en vois une d'aussi près, le logo Subaru à l'époque, il était tellement proche du logo actuel. Ensuite, Toyota et Lexus, pas grand chose à signaler. La GR Supra, bien en place. C'est évidemment elle qui m'a le plus tapé dans l'œil chez Toyota. Chez Lexus, c'est la LC500 Cabrio qui m'a le plus tapé dans l'œil. Mais que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, ce ne sont pas des nouveautés. Elles étaient déjà présentes lors de la 99e édition de ce salon de l'auto bruxellois. Chez Kia, Kia c'est un constructeur qui fait assez peu de vagues, hein, même si la Stinger existe et que de leur part c'est surprenant une caisse aussi performante. Le cœur de la gamme, en dehors des SUV ou des petits monospaces,
thermique ou électrique. Ça reste la Kia Ceed qui est disponible dans une multitude de carrosseries qui pour moi est un choix tout à fait raisonnable pour se déplacer dignement dans une voiture qui est plutôt réussie esthétiquement. L'autre voiture qui m'a un peu tapé dans l'œil, on ne s'attend pas à elle dans mon top, attention, c'est la Kia Picanto. Ouais, la plus petite de la gamme. Je trouve que la version telle qu'elle était présentée sur le stand Kia, elle avait vraiment une très bonne bouille. Et pour un jeune permis, je pense que c'est une chouette petite auto bien sympathique. Ensuite, j'ai sauté un stand volontairement pour ceux qui ont fait le tour ou qui ont peut-être encore la carte du salon devant eux. J'ai sauté la marque chinoise Build Your Dream, ou BYD, ou BYD. Est-ce que ça va faire un bid? On verra bien. BYD donc qui propose une gamme qui est plutôt déjà complète en vrai. On s'est installé à bord d'un de leurs modèles. Il y a un truc qui me fait mourir de rire sur ces voitures chinoises, et il n'y a pas que chez Build Your Dream qui a ce genre de réflexion à avoir sur les produits, c'est qu'ils te calent des sièges baquets dans tout. Alors, autant dans une voiture qui look un peu sport, tu te dis des sièges baquets, pourquoi pas? Autant quand ils te mettent ça dans un SUV 7 places, tu te dis bon, vous êtes sûr? Palais 11, le dernier. Et on va commencer directement avec Volkswagen. Das Auto. Pour moi, la star du salon, c'était l'ID Buzz, la nouvelle déclinaison 100% électrique du combi. Le design est vraiment réussi, les proportions sont sympas. Bon, c'est une camionnette, hein. On va se calmer, c'est une camionnette en version... Elle était présentée évidemment en version minibus, hein, c'est le salon de l'auto, pas de l'utilitaire, mais je suis impatient de les voir sur les routes. Ça va me donner le sourire de croiser ces minibus ID Buzz, même les versions fourgonnettes d'ailleurs, j'aime beaucoup. C'est assez rare que je dise ça, mais surtout d'un véhicule aussi gros. Mais là sur le coup, ouais, je suis impatient de croiser des familles nombreuses circuler là-dedans. Deux autres véhicules sur le stand Volkswagen qui ont attiré mon œil, une espèce de concept car façon off-road raid un peu sur le Tiguan, je pense que c'était un Tiguan à la base, qui présentait pas mal, mais surtout elle préfigure potentiellement soit la future Passat Break, soit une Golf Break. Et pareil, un concept car qui avait une bonne tête, un look assez épuré, rien qui dépasse, bref, du Volkswagen, mais présenté en blanc comme ça, bonne gueule. Donc j'ai bien aimé ce concept aussi. Du côté des autres constructeurs du groupe, Seat, je suis même pas sûr que Seat était présent sur le salon. Cupra par contre était présent, ce qui évidemment est cohérent hein, sur le coup, c'est un peu comme Volvo et Polestar. Je ne pense pas qu'il y avait de nouveaux modèles véritablement sur leur stand. On reviendra sur Cupra dans un petit instant. Audi, j'ai surtout été attiré par leur concept car. Je suis peut-être passé à côté de voitures neuves sans m'en rendre compte, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait vraiment de la nouveauté chez Audi. Et chez Skoda, nous avions deux véhicules. Pas fan du fait que ça soit encore un véhicule type SUV rehaussé, mais le design global du véhicule me plaît bien, présenté dans une teinte fluo que tu ne pouvais pas passer à côté sans le voir. Et puis il y avait une espèce de gros 4x4 familial façon Range Rover juste à côté, lui aussi plutôt stylé, même si bon pareil, hein, c'est encore un gros SUV, donc pas vraiment mon délire. Ce que j'ai surtout retenu des stands Audi, Cupra et Skoda, c'est la présence de vélos électriques sur leur stand. On notera que chez Peugeot, il n'y en avait pas, alors qu'ils auraient pu. Chez Honda, on a préféré mettre des motos et une tondeuse à gazon, parce que oui, tout le monde se fout de leur gueule, mais du coup, ils en profitent sur les salons de l'auto pour faire la pub de leur tondeuse. Honda, ils ont le sens du marketing, là, c'est des génies les mecs. Ensuite, les marques de prestige de la marque, du groupe Volkswagen. Bentley, un seul modèle récent exposé, à côté de lui, un modèle ancien. Lamborghini, pareil. Bugatti, pareil. Bugatti, c'était une voiture de Grand Prix d'époque qui était exposée en deux exemplaires, une taille réelle et une modèle réduit, que je soupçonne d'être une voiture, entre guillemets, une voiture à pédale pour enfants, mais électrique. Enfin, tout dernier stand automobile sur lequel on va revenir, Rimac était également présent, voiture détentrice du record du monde de vitesse pour une voiture électrique. On dépasse les 400 km/h, hein, donc on s'approche des voitures thermiques. Il n'y a pas grand chose de plus à rajouter hein, concernant Rimac, mais ils sont présents sur le salon, c'est déjà assez rare pour être signalé. Et puis on remarquera qu'au niveau du placement, ils se sont mis dans le même hall que Bugatti. Ça te place le niveau quoi. Le Palais 11,
il y avait des sous, hein. Puis on notera que dans le même hall, on trouvait également Microlino, des espèces de nouvelles BMW Isetta électriques. Et puis, pourquoi pas, même si en vrai, je me pose quand même la question, parce que autant quand ils ont sorti l'Isetta à l'époque, les crash tests, ça n'existait pas, donc c'est-à-dire que les normes de sécurité, ça n'existait pas, et que globalement, si tu te crachais là-dedans, t'étais mort. Autant là, je me demande, la Microlino au niveau crash test, ça se passe comment? Si tu te crashes avec ça, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de crash test que tu peux pas te crasher avec. Comment ça se passe, quoi? T'as qu'une seule porte et elle est devant. On va passer à la conclusion sur ce salon. Plusieurs choses. Déjà, l'absence de certains constructeurs. Alors, on a parlé de Volvo qui n'a présenté que son pôle Star électrique. Des constructeurs qui étaient là, mais avec des stands qui faisaient peine à voir. Hein, désolé Fiat, mais le stand où il n'y a que des Fiat 500 et un Idoblo, tu te dis, bon, il serait peut-être temps de recréer une gamme. Vous faites partie de Stellantis quand même. Mais je veux dire, voilà, les grands axes qui sont à noter, c'est que le salon se voulait faire la part belle au futur. Le futur, c'est l'électrique, en tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Oui, il y avait effectivement beaucoup de voitures électriques par rapport aux précédentes éditions, moins de voitures thermiques, un peu à tous les niveaux de gamme, des petites autos comme la Smart, comme la Dacia Spring, des plus grosses aussi, surtout beaucoup de SUV. Et ça, par contre, ça me dérange un peu plus, puisque, je le disais tout à l'heure, le SUV est une aberration. Alors oui, d'accord, il y a l'aspect confort, machin, truc, l'aspect espace à bord. Avant que le SUV ne soit une mode, est-ce que les voitures break étaient inconfortables? Je ne pense pas. Elles avaient même des prétentions dynamiques supérieures au SUV. Est-ce que les breaks avaient moins de coffres que le SUV? Non. La plupart du temps, c'est même l'inverse. Les SUV, c'est tout en hauteur. Et c'est rare qu'on charge en hauteur le coffre. En général, c'est plus en profondeur qu'on a besoin de place. On a besoin de surface de chargement, pas forcément de hauteur de chargement. À côté de ça, les voitures passion, il y en a toujours. Mais tant qu'à faire une voiture un peu sportive, électrique, autant qu'elle envoie le pâté. Donc les constructeurs nous sortent des voitures ou s'apprêtent à nous sortir des voitures de 800 chevaux. C'est bien, mais on pourra plus les payer. C'est bien de les vendre aussi, les voitures, hein, mes chers constructeurs. Donc il faut aussi penser aux petites voitures de sport plus raisonnables. Les normes de sécurité, évidemment, évoluent. On fait de plus en plus attention à la pollution, et ça c'est bien. Mais du coup, le SUV, ben non, si tu veux faire gaffe à la pollution, il faut faire des voitures basses. Et donc pour moi, je dis pas que la citadine électrique c'est l'avenir, parce que c'est petit une citadine, donc clairement ça va pas convenir à tout le monde, mais je pense qu'il faut revenir sur des berlines et des breaks électriques de gabarit traditionnel, quoi. Peut-être que la future Renault 4 reprendra cette place en étant une sorte de break de la R5. On verra ce que ça va donner pour l'avenir, mais je pense que pour l'instant, oui, il y a trop de SUV encore sur les salons. Alors évidemment, c'est aussi à cause des utilisateurs. Les gens achètent des SUV, donc les constructeurs proposent des SUV. Tu vois ce genre de cercle vicieux. Néanmoins, je pense que l'avenir de l'automobile, voilà, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. On a besoin de se déplacer. Certains pensent que l'automobile personnelle va disparaître, qu'on va revenir sur de la voiture partagée, hein, finalement, de l'autolib. Mais ceci dit, je pense que l'automobile personnelle a encore de beaux jours devant elle. Je suis pas sûr que la population soit prête à l'automobile partagée. Pas sûr non plus que la clientèle soit prête à se passer de SUV. Mais je pense qu'il va falloir, hein, par contre, vraiment. Et on va quand même donner un gros avantage à la voiture électrique. Elle sera majoritairement software. Le moteur, plus où tu lui mets du jus au derrière et plus qu'il pousse. Hein, c'est pas compliqué. Donc si tu veux évoluer une voiture électrique, c'est faisable. Que ce soit juste le firmware ou que ce soit vraiment les composants physiquement. Et au niveau des performances, il suffit d'installer une plus grosse batterie et le moteur il va donner plus. Je ne sais pas du tout vers quoi on va avec ces voitures, mais on verra bien. De toute façon, je ne suis pas expert en la matière spécialement, je suis juste fan de voitures, je donne mon avis. Ce qui pour moi peut être des erreurs politiques actuellement, ça finira par être corrigé. J'espère juste qu'ils ne le feront pas trop tard. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo spéciale. Rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Alors ce genre de vidéo là, ça va pas arriver très souvent. Hein. Ici c'est parce que j'ai un peu de temps et que c'est la période du salon. Il y a les autres vidéos qui arrivent bien sûr, les test drive, les ADP, en live ou en différé. Et si vous souhaitez discuter avec moi, c'est le meilleur moyen. C'est de me rejoindre sur Twitch et sur la chaîne Le Paddock Gaming sur YouTube, sur lesquels je suis régulièrement en live. N'hésitez pas. Évidemment, la section commentaires est également ouverte si vous avez des suggestions, si vous voulez donner votre avis. Dans le respect bien sûr, on a bien évidemment le droit de ne pas partager mon avis dans les commentaires. Si vous aimez les SUV, vous avez le droit. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!